les forces de défense du Rwanda, en soutien de leurs marionnettes du M23, poursuivent leur entreprise terroriste sur notre territoire, semant la terreur et la désolation parmi nos populations. Depuis le 28 janvier, la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, est entre les mains du M23 et de l'armée rwandaise. Cela fait 3 ans que le mouvement armé marche sur la province, en contrôle les points les plus stratégiques, dont d'importants sites miniers, sans que rien n'ait jamais pu l'arrêter. Bloqué sur le terrain diplomatique, avec une absence de réaction de la communauté internationale qui apparaît de plus en plus comme complice, la République démocratique du Congo voit désormais le M23 et les Rwandais aux portes de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Nous sommes à Goma, ça crépite encore. C'est une très grande déception de voir comment est-ce que nos militaires peuvent être abandonnés. L'armée est quasiment abandonnée. On n'a nulle part où aller. Donc, il n'y a pas de secours. C'est-à-dire nous sommes tous abandonnés à notre sort. La population de Goma est enfermée dans des maisons. On ne sait pas aller trouver de l'aide auprès de qui. Parlons de Goma. La situation est la suivante. Le Rwanda, via ses forces spéciales, est présent dans la quasi-totalité des points stratégiques de la ville de Goma. C'est ce qui ressort de la situation ce soir, et les images qu'on ne pourra pas vous diffuser sont d'une horreur indescriptible. La bataille de Goma, au cours de laquelle les FARDC se sont illustrés par leur courage, a causé la mort de plus de 3000 personnes, d'après l'ONU, impliquant dans la plupart des cas des civils. Julien, ici à Goma, on est à l'hôpital Virunga. Donc on vient donner un petit coup de main, ils nous ont appelés parce qu'ils sont complètement débordés. Donc on a 256 blessés qui sont ici et déjà 56 corps qui sont à la morgue. Voilà, donc MSF vient d'arriver. On va les aider en montant des tentes avec des lits pour désengorger l'hôpital. Et on va aussi les aider pour le fonctionnement de l'hôpital parce qu'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité, il y a des patients un peu partout. En 3 ans, pourtant, Kinshasa a eu le temps de voir venir et aurait pu prendre des dispositions militaires pour défendre son intégrité territoriale et assurer la sécurité de sa population. Mais aujourd'hui, ce que de nombreux Congolais craignent, c'est une balkanisation de leur territoire, un démantèlement du pays qui profiterait au Rwanda, qui a déployé des milliers de ses soldats dans l'est du Congo. D'un côté, les forces armées de la République démocratique du Congo. Elles sont appuyées par des volontaires issus de milices locales qu'on appelle les Wazalendo. Ces troupes combattent le M23, une rébellion composée de soldats congolais mais également de Rwandais Tutsi. En fait, parmi les Congolais, on a notamment Corneille Nangaa, l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante qui a pris le maquis pour fonder l'Alliance du fleuve Congo et se mettre sous la coupe du M23. Dans cette vidéo, nous allons continuer à appeler ce mouvement par son nom, le M23, mais en réalité, il est appuyé par le Rwanda dans des proportions telles que le gouvernement congolais estime aujourd'hui qu'il a en priorité affaire à l'armée rwandaise et que le M23 n'en est qu'un supplétif, une marionnette. Entre ces deux forces, plusieurs missions internationales sont déployées au Congo. Nous avons les casques bleus de la MONUSCO, mais également les contingents de la SAMI-RDC, la mission de la Communauté de développement d'Afrique australe, avec des Tanzaniens, des Sud-Africains et des Malawites. Nous sommes quelques jours seulement après la prise de Minova, à cheval entre les provinces du Nord et du Sud Kivu.
Le M23 attaque Sake, dans le territoire de Masisi. La défense de la ville revêt une importance capitale pour les FARDC, car si elle tombait entre les mains du M23, c'est le chef-lieu du Nord Kivu, Goma, qui se retrouverait encerclé et isolé. Conscient de l'enjeu, le gouverneur militaire de la province se rend au front pour galvaniser ses troupes. Des combats éclatent entre l'armée congolaise et l'ennemi. C'est là que le général Peter Chirimwami est tué à Kasengezi par un sniper de l'armée rwandaise, comme le révélera par la suite le gouvernement congolais. D'ailleurs, alors que plusieurs heures de flottement ont entouré la situation du général Chirimwami côté congolais, on a très vite célébré sa mort sur les réseaux sociaux côté rwandais, et la nouvelle a été annoncée sur les canaux du M23 bien avant que la confirmation officielle ne soit prononcée. Le décès du général est un coup dur pour la RDC. C'est notamment lui qui assurait la coordination entre les FARDC et les Wazalendo. Quelques heures seulement après sa mort, le M23 et l'armée rwandaise prennent la ville de Sake. Muni d'artillerie lourde et de systèmes de brouilleurs de GPS, le M23 et l'armée rwandaise font une percée fulgurante et progressent vers la banlieue de Goma. Dans les combats, ils tirent sur les positions de la MONUSCO et de la Samir RDC, 2 casques bleus de la MONUSCO appartenant au contingent sud-africain et un casque bleu uruguayen sont tués ce jour-là. La ville de Goma est encerclée. Par communiqué, le M23 fixe un ultimatum de 48 heures à l'armée congolaise. Le mouvement appelle les FARDC à remettre leurs armes et équipements à la MONUSCO. Il appelle également les soldats congolais à se rendre au stade de l'unité avant 3 heures du matin. Passé ce délai, le M23 menace d'occuper la ville de Goma. Et si quelques Rwandais et Rwandaises peuvent nous écouter ici, il faut qu'ils sachent que nombre de leurs militaires qui sont venus en République démocratique du Congo ne rentreront plus à Kigali et au Rwanda. Donc ça, c'est le message que je lance aux Rwandais. S'il y a des militaires qui sont envoyés sur la ligne de front, c'est le moment de ne plus venir ici au Congo parce qu'ils seront saucissonnés par nos forces armées. Les 48 heures données à nos hommes, oui. Ce que le Rwanda ne sait pas, c'est que la guerre n'a pas encore commencé. Et elle va commencer. Face à la situation, la République démocratique du Congo demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la situation dans le pays. Cette réunion ne sera finalement qu'une succession d'appels à la reprise du dialogue entre le Rwanda et la RDC, des appels au Rwanda à retirer ses troupes du Congo et quelques condamnations d'usage sans qu'aucune décision ferme ni contraignante ne soit prise contre le Rwanda, pourtant reconnu par tous comme étant le pays agresseur ayant violé l'intégrité territoriale de la RDC. Sur le terrain, les premiers tirs d'artillerie lourde se font entendre à Munigi, au nord de Goma. Le M23 et les forces spéciales rwandaises sont aux portes de la ville. Du côté de l'armée congolaise, on jure de se battre pour la défense de Goma jusqu'au sacrifice suprême. Très vite, le M23 prend le dessus en fermant l'espace aérien et en bloquant les activités au lac Kivu. Les soldats congolais sont pris en tenaille à Goma, sans ravitaillement. Toute tentative de soutien aérien s'expose aux missiles sol-air déployés par l'armée rwandaise. Dans la nuit du 26 au 27 janvier, les premières colonnes de l'armée rwandaise et du M23 entrent dans Goma. Le matin, l'ennemi entre par Munigi, puis par le quartier Ndosho et le quartier Majengo, au nord de Goma. Majengo, c'est un quartier Nandé, un peuple qui déteste viscéralement tout ce que véhicule et prône le M23. Par réflexe de survie, les habitants sortent et réservent un accueil triomphal à l'ennemi. Si ces images plongent d'abord un grand nombre de Congolais vivant hors de Goma dans la consternation, le pays comprendra bien vite quelles sont les méthodes de terreur employées par le M23 dans la ville. Dans le même temps, les événements provoquent une évasion massive dans la prison centrale de Munzenze. L'établissement pénitentiaire est en feu et c'est le chaos total qui règne à l'intérieur.
Pour couvrir leur évasion, les prisonniers ont déclenché un incendie. Près de 160 femmes sont brûlées vives, avec 28 enfants en bas âge, d'après l'ONU. On apprendra également qu'une centaine de femmes ont été violées avant de périr dans les flammes. Du côté des FARDC, la chaîne de commandement s'effrite. Plusieurs commandants poussent leurs unités à abandonner le combat et à fuir tant qu'il est encore temps, en allant se rendre à la MONUSCO. Certains soldats s'exécutent, souffrant du manque de ravitaillement et jugeant la situation perdue d'avance. D'autres soldats refusent catégoriquement et accusent leur hiérarchie de trahison. Ce sont ces militaires congolais et ces Wazalendo qui combattront jusqu'au bout pour sauver Goma. Soki bakosisa baya kosisa biso me biso tosisa nde kisenyi eloko moko mpe tokobanga awa eza te tozala munduki bango bazala munduki tozala makila bango mpe na makila biso mpe na mai na bango na mpe na mai. Dans la journée du 27 janvier, malgré une résistance héroïque des FARDC et des Wazalendo, le M23 et l'armée rwandaise prennent le contrôle des installations de la RTNC, la chaîne locale à Goma. Les FARDC se battent sans relâche pour garder l'aéroport, mais il leur manque un commandement. Sur les réseaux sociaux, les vidéos de militaires congolais en détresse, demandant du renfort, un appui aérien se multiplient. Alors que certains soldats sentent que la bataille de Goma est en train d'être perdue, ils traversent la frontière pour le Rwanda où ils se rendent aux forces de sécurité locales. Des habitants de Goma fuient également les combats et se rendent eux aussi par centaines au Rwanda. Dans le même temps, des militaires congolais et des Wazalendo jurent de faire subir au Rwanda ce qu'il inflige depuis 30 ans au Congo. Il est vrai que dans cette guerre entre les deux pays, ce sont toujours les forces rwandaises qui ont traversé la frontière pour appuyer un groupe armé ou pour agresser directement la République démocratique du Congo. Ce 27 janvier à Gisenyi, des Congolais décident d'attaquer le Rwanda. Des bombes sont larguées sur la ville, des tirs atteignent les habitants. Selon l'armée rwandaise, le bilan de ces attaques s'élève à 5 morts et 25 blessés. Danger. La ville se réveille sous les tirs et les détonations à l'arme lourde. Nous sommes aux dernières heures de la bataille de Goma et nous assistons aux combats urbains que tout le monde voulait éviter. La dernière zone de résistance des FARDC est l'aéroport de Goma. Au fil de la journée, les tirs vont devenir sporadiques, illustrant l'essoufflement des forces armées congolaises face à l'ennemi. La population quinoise, qu'on dit souvent en déconnexion d'avec la réalité vécue par ses frères du Nord Kivu, se réveille en colère contre l'inaction des pays occidentaux. Le silence de la communauté internationale face à l'agression rwandaise en RDC est désormais perçu comme de la complicité. Il faut comprendre qu'on est là face à une violation claire et nette du droit international, la violation de l'intégrité territoriale du plus grand pays francophone au monde, sans que cela ne fasse réagir personne. Et puis, dans l'esprit des Quinois, ça n'est plus seulement l'Est du Congo qui est en guerre, c'est tout le Congo qui est concerné. La population a vu la communauté internationale se lever comme un seul homme face aux attaques du 7 octobre en Israël. Israël a le droit de se défendre. Les Congolais ont également vu la mobilisation mondiale en faveur de l'Ukraine suite à l'agression russe. Ils ne comprennent donc pas ce deux poids, deux mesures sur la question congolaise et ses injonctions au dialogue avec des forces et un État dont on sait qu'il est directement lié à l'instabilité du pays. Les manifestations organisées en soutien à Goma dégénèrent. Les ambassades des États-Unis, de la France et d'autres pays occidentaux, mais également de pays africains, sont attaquées et incendiées. Il faudra une demi-journée aux forces de l'ordre pour ramener le calme à Kinshasa.
Tout cela, c'est que le Rwanda est en train de faire, c'est une complicité avec la France, la Belgique, les États-Unis d'Amérique et d'autres. Alors, les Congolais sont fatigués. On doit mourir combien de fois et par combien de jours? Si ces actions sont condamnables, et d'ailleurs largement condamnées par le gouvernement et les acteurs politiques congolais, elles semblent provoquer un électrochoc auprès de la communauté internationale. Pour la deuxième fois en moins d'une semaine, la RDC convoque une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Celle-ci se tient alors que Goma est officiellement aux mains du M23 et du Rwanda. Face aux représentants des pays membres du Conseil, la ministre des Affaires étrangères congolaise fustige à nouveau la paralysie, l'inaction de l'instance internationale face aux agissements du Rwanda. Nous réitérons avec insistance nos 5 demandes urgentes. 1. Le retrait immédiat des troupes rwandaises et la cessation des hostilités. 2. La mise en place de sanctions ciblées contre la chaîne de commandement des RDF et les décideurs politiques rwandais. 3. L'imposition d'un embargo sur les ressources naturelles déclarées comme rwandaises, en particulier le coltan et l'or. 4. La révocation du Rwanda en tant que contributeur de troupes aux Nations Unies. On ne peut être à la fois agresseur et prétendre jouer un rôle dans la promotion de la paix. 5. La transparence totale sur les transferts d'armes au Rwanda. Ces transferts doivent être arrêtés immédiatement pour empêcher qu'ils continuent à alimenter la violence et l'instabilité. Monsieur le Président, nous sommes ici parce que c'est ici que le monde doit gérer ses défis. C'est ici, si ce Conseil échoue, la rue va s'en charger. Comme vous le savez très bien, la rue n'a pas d'ordre, ni de tempérament. Il y a 48 heures, devant ce Conseil de sécurité, nous avons une nouvelle fois attiré votre attention sur la déclaration de guerre du Rwanda contre mon pays. Une balle qui frappe dans le cœur ne saurait laisser le reste du corps indifférent. Le soir du 28 janvier, les premiers témoignages de Goma commencent à nous parvenir sur les conditions dans lesquelles s'est déroulée la bataille. Les militaires congolais qui se sont rendus ont été massacrés par l'ennemi, de nombreux civils ont été tués par des balles perdues, des jeunes hommes ont été enrôlés de force par le M23, tout comme certains Congolais contraints de rejoindre le camp ennemi sous peine d'être exécutés. Et vous allez constater qu'à Goma, beaucoup de familles ont perdu les leurs. Il y a des cadavres partout, tout au long des routes. Il y a des armes partout, tout au long des routes. Il y a eu des victimes de bombardements partout où une bombe tue presque toute une famille. Mais ce qui fait très mal, c'est que nous qui sommes victimes, pas par fierté nationale, mais de façon biologique, nous qui ressentons cette douleur biologiquement, nous qui perdons les enfants biologiquement, nous qui, en question de perte, que ce soit en matériel ou en vies humaines, dans nos familles, nous ressentons ce qu'on appelle la vraie douleur. Aidez-nous aussi avec des prières, donnez-nous aussi des grosses forces, donnons aussi à ces femmes qui ont perdu des enfants, parce qu'il y a eu des bombes qui sont tombées même dans des maternités. À l'hôpital La Charité maternelle, sur le bloc néonatologie, il y avait des enfants dans des couveuses. Une bombe est tombée, faisant plus de 10 morts. Et nous pensons que Goma pourra revenir encore plus fort. Nous pensons que Goma pourra reprendre sa forme. Nous comptons à ce que la ville et toute la population de Goma gardent la résilience. Willy Ngoma. Willy Ngoma est le premier visage connu du M23 à parader dans la ville. Il s'affiche à l'aéroport et à la frontière avec le Rwanda, où il humilie les mercenaires roumains qui fuient la ville. Pour participer à la défense du Congo, le président Félix Tshisekedi avait cru bon d'engager les services de la société militaire privée Congo Protection, gérée à Goma par un ancien de la Légion étrangère, le Roumain Horaciu Potra. Au final, l'ensemble des 300 mercenaires roumains seront les premiers à déposer les armes, abandonnant équipements, munitions, véhicules et matériel pour se rendre auprès des casques bleus. Sévèrement sermonnés par Willy Ngoma à la frontière, ils rentreront en Roumanie via le Rwanda.
5 jours après l'entrée du M23 et des forces spéciales rwandaises dans Goma, le président Félix Tshisekedi s'adresse enfin à la nation. Dans son discours aux accents guerriers, il dénonce la complicité de la communauté internationale et promet qu'une riposte ferme va être menée contre les envahisseurs. En ces moments difficiles, je vous appelle à la résilience et surtout à la résistance. Pour la première fois depuis la première guerre du Congo en 1997, la situation en République démocratique du Congo fait la une des grands médias internationaux. En France et en Belgique, par exemple, des députés montent au créneau pour dénoncer l'inaction de leur gouvernement face à l'agression rwandaise en RDC. Au Parlement européen, c'est la même incompréhension et les mêmes questions qui se posent sur le silence de l'Union européenne, partenaire privilégié du régime de Paul Kagame. Au moment de conclure dans le silence le plus absolu cet accord sur les matières premières. Du coup, face à l'inaction des puissances mondiales, on assiste à une prise en main inédite et jamais vue auparavant des internautes congolais, qu'ils soient en RDC ou issus de la diaspora partout dans le monde. Une pétition dénonçant le partenariat Visit Rwanda entre le PSG et Kigali est dénoncée par un Français d'origine congolaise. Quelques heures seulement après avoir annoncé un concert au Rwanda, la chanteuse nigériane Tems est contrainte d'annuler sa date face à la mobilisation des internautes d'origine congolaise. Les réseaux sociaux de John Legend, qui a également prévu de se produire à Kigali, sont pris d'assaut et des pétitions sont lancées pour que la FIA ne permette pas au Rwanda d'accueillir de grands prix de Formule 1, un projet qui tient particulièrement à cœur à Paul Kagame. Le M23 tient sa toute première conférence de presse à Goma. L'événement marque officiellement l'emprise du mouvement pro-rwandais sur le chef-lieu du Nord Kivu. Corneille Nangaa, qui est donc le visage congolais de l'agression rwandaise en RDC, s'exprime aux côtés de Bertrand Bisimwa, le président politique du M23. Le nouveau gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Évariste Kakule Somo, prend ses fonctions à Béni. Il est censé être le nouvel homme fort de la province et représenter l'inversement du rapport de force en faveur des FARDC, mais il faut reconnaître qu'avec les 2/3 de la province entre les mains du M23 et du Rwanda, le général prend son poste dans une position d'extrême faiblesse. Le territoire de Béni est pris en étau entre l'Ituri au nord, où les rebelles ougandais de l'ADF continuent à commettre des massacres, et les territoires du sud de la province, occupés par le M23. Le M23 tient son premier grand meeting au stade de l'Unité à Goma. Tous les leaders du mouvement pro-rwandais sont présents face à la foule d'habitants forcés, la veille, à assister à l'événement sous peine de représailles. Le M23 a également nommé son propre gouverneur du Nord Kivu, son vice-gouverneur, ainsi qu'un maire pour la ville de Goma. Son but est d'administrer l'ensemble de la province et d'étendre son emprise sur d'autres régions de la République démocratique du Congo. On remarque que dès leur première prise de parole, ces responsables nommés par le M23 s'expriment face aux médias en Kinyarwanda, la langue du Rwanda. Aujourd'hui, avec l'avancée du M23 et des forces spéciales rwandaises vers le sud, c'est la province du Sud Kivu qui est menacée. Son chef-lieu, Bukavu, se prépare d'ores et déjà à vivre le même sort que Goma, alors que des volontaires se disent prêts à résister jusqu'au bout contre cette invasion rwandaise.
Lorsqu'on parle de l'inaction de la communauté internationale face à l'agression rwandaise contre le Congo, on pense souvent en premier lieu aux Occidentaux. Pourtant, les États africains se distinguent plus encore par leur impuissance, voire parfois leur duplicité avec Kigali. Les dirigeants africains des pays d'Afrique australe et ceux d'Afrique de l'Est, réunis au cours d'un sommet commun en Tanzanie le 8 février, ont appelé à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel entre toutes les parties. On notera qu'aucun État africain présent à ce sommet n'a fait pression sur le Rwanda pour qu'il se retire de l'Est de la République démocratique du Congo. Comment le Congo en est-il arrivé là ? En fait, si Kinshasa s'active autant sur la scène diplomatique en essayant de provoquer une réaction ferme de la communauté internationale, c'est sûrement parce que le gouvernement est conscient qu'il n'a pas les moyens de se défendre militairement. La RDC, à elle seule, n'a visiblement pas la capacité de récupérer par les armes les territoires conquis par le M23 et encore moins de rendre l'appareil au Rwanda en violant à son tour l'intégrité territoriale du voisin. Le cancer du Congo, c'est la médiocrité de ses élites, politiques comme militaires. Les Congolais ont besoin de se réinventer. Les affaires sont gérées avec légèreté, la corruption gangrène l'appareil militaire, certaines promotions sont incompréhensibles et s'expliquent davantage par le tribalisme et le copinage que par le mérite. Au final, la vie politique congolaise est encore trop souvent rythmée par le culte de la personnalité des leaders, le sectarisme ou le régionalisme. Face à la guerre contre le Rwanda, seuls Denis Mukwege et Martin Fayulu se sont mis à la disposition de l'effort de guerre, répondant aux besoins d'unité nationale, primordial dans des situations critiques. Le reste de l'opposition congolaise s'est terré dans un mutisme inquiétant. Certains ont même laissé apparaître une attitude presque bienveillante à l'endroit de l'ennemi, comme si certains attendaient la chute de Tshisekedi pour se présenter en homme providentiel. Mais dans la situation actuelle, ceux qui posent question sont les commandants de l'armée congolaise, qui ont été incapables de défendre la plus grande ville de l'est du pays, dans une province en guerre depuis des décennies. Les soldats de rang dénoncent aujourd'hui l'attitude de leurs chefs, dont certains ont fui face à l'ennemi, quand d'autres ont manqué de consistance dans les ordres donnés au combat. Frank Ntumba, commandant de la maison militaire, est particulièrement critiqué aujourd'hui, notamment pour sa gestion des finances de l'armée. Pour rappel, la mission de la maison militaire est d'assister le président de la République dans la conception et l'élaboration de la politique de défense et de sécurité. Elle aide le président dans la conduite et la coordination de toutes les activités relatives à l'organisation, à l'instruction et à l'équipement des forces armées congolaises. Tout ça mérite un point complet sur la chaîne de commandement en République démocratique du Congo. Le sujet est tellement important qu'on y consacrera sûrement une prochaine vidéo, la plus complète qui soit, sur les dysfonctionnements de l'armée congolaise, sur ces anomalies qui permettent depuis 30 ans à un État 2 fois plus petit que la seule province du Nord Kivu de déstabiliser le deuxième plus grand pays d'Afrique.